Bon, alors, on en est où avec le changement climatique ? Eh bien, en moins de 200 ans, nous avons émis tellement de gaz à effet de serre que la température moyenne sur Terre a augmenté d'1,1 degré. Alors vous allez me dire, seulement ? Eh bien oui, et pourtant vous en subissez déjà les conséquences. La canicule, la sécheresse, les pluies torrentielles, les inondations, c'est lui. Avec un petit 1,1 degré supplémentaire, 2 régions du monde sont désormais inhabitables. Une ville du Pakistan ainsi qu'une autre ville située aux Émirats Arabes Unis. Alors c'est chaud, non ? Dans son dernier rapport, le GIEC nous amène les preuves scientifiques que nous sommes à l'origine de ces catastrophes climatiques et, surprise, elles arrivent avec 30 ans d'avance sur les prévisions. Alors, quelques degrés supplémentaires, ça veut dire quoi au juste ? Eh bien, le GIEC nous l'explique dans son rapport. Imaginons une vague de chaleur avec une petite moustache qui arrive normalement tous les 50 ans. Eh bien, avec un seul petit degré en plus sur Terre, elle nous tombe dessus tous les 10 ans. Ça, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Avec 1,5 degré supplémentaire, c'est canicule tous les 5 ans. Dans un monde à 3 degrés, on cuit littéralement tous les 3 ans. Et si on passe à 4 degrés, alors c'est la cocotte minute chaque année. Le monde entier devient carrément invivable pour l'être humain. Alors ça vous fait flipper ? Eh bien c'est normal. Pour les scientifiques du GIEC, la situation n'a jamais été aussi pourrie. Enfin, ils le disent plus ou moins comme ça. Bonjour l'ambiance. Mais bon, même s'ils étaient des milliers de scientifiques à le dire, l'info est tombée le même jour que l'annonce du transfert de Messi au PSG. Vous pensez bien qu'il y avait d'autres priorités. Pendant ce temps-là, à travers les prévisions du groupe d'experts, on apprend aussi que les politiques climatiques mondiales nous dirigent actuellement tout droit vers un réchauffement de 3 degrés. Mais oui, vous avez bien entendu, c'est le pire des scénarios, proche de la cocotte minute. Alors la bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même une, c'est que le GIEC nous dit qu'il n'est pas encore trop tard. Bien sûr, nous dit-il, nous subirons de toute façon de plus en plus de catastrophes climatiques, mais on peut limiter la casse à une seule condition. Il faut sortir immédiatement des énergies fossiles et limiter dès aujourd'hui notre production de gaz à effet de serre. C'est pas confortable, mais c'est la seule façon de sauver les meubles. Pour compenser mon bilan carbone, moi, je plante des arbres. Cool, hein ? Quand vous partez en city trip à Barcelone, vous émettez 310 kg équivalent CO2, donc du gaz à effet de serre. Et ça vous pèse sur la conscience. Alors la compagnie aérienne vous propose de payer quelques euros supplémentaires pour compenser votre empreinte carbone. Ainsi, vous vous envolez serein, fier d'avoir planté des arbres qui stockeront l'équivalent de votre pollution. Tout va bien dans le meilleur des mondes. L'arbre, c'est génial, ça capte le CO2 via les feuilles, garde le carbone pour en faire du bois et rejette ensuite du bon air bien pur. Sauf qu'il faut en réalité attendre 23 ans pour qu'il fasse le job. Ensuite, une fois adulte, votre arbre absorbera environ 25 kg de CO2 par an. Cela veut dire qu'il lui faudra 12 ans supplémentaires pour compenser votre city trip. Au total, donc, il faut près de 40 ans pour compenser un petit week-end à la Costa Brava. Et puis, qui peut garantir que cet arbre ne sera pas coupé pour nos besoins en bois, détruit par un insecte, une tempête ou un feu de forêt, libérant ainsi d'un coup tout le CO2 stocké ? Si l'on voulait compenser les 773 millions de tonnes équivalent CO2 émises chaque année pour transporter des gens, il faudrait planter plus de 31 milliards d'arbres, soit une surface équivalente à l'Amérique du Sud, à étaler un peu partout sur Terre. Mais alors, 2 problèmes se posent. D'abord, cela fait moins d'espace pour les surfaces agricoles. Et puis, ces forêts seront fatalement exposées au changement climatique déjà en cours. Alors heureusement, il n'y a pas que les arbres qui bossent dur. Il y a aussi le phytoplancton des océans et d'autres surfaces végétales sur Terre. Ensemble, ils captent un quart du CO2. Et puis un autre quart se dissout dans les océans, participant à leur acidification. Le reste, c'est-à-dire la moitié du CO2, s'installe dans l'atmosphère et réchauffe la planète. Alors si vous pensiez que l'on peut piéger artificiellement du CO2 avec de nouvelles usines révolutionnaires, ne soyez pas trop optimiste, car vu les quantités à traiter, ce n'est pas demain la veille qu'on y arrivera. La question n'est donc pas de savoir comment compenser ces émissions de gaz à effet de serre, mais plutôt comment les réduire.
Les COP 21, 26 et compagnie, ça sert à quoi? COP, cela signifie Conférence des parties. Organisée depuis 1992 par les Nations Unies, elle rassemble chaque année 196 États, mais aussi des entreprises, des ONG, des scientifiques, des populations autochtones et beaucoup de journalistes. Un sacré bazar donc. L'objectif, trouver ensemble des solutions pour lutter contre les dérèglements climatiques et donc sauver l'humanité. A priori c'est super, mais en pratique, c'est surtout l'occasion pour chaque pays de préserver ses propres intérêts, je m'explique. Vous pensez bien que l'archipel des Tuvalu n'a pas les mêmes attentes que l'Arabie Saoudite. Et comme forcément personne n'est d'accord, il faut faire des compromis. Autant vous dire qu'en 30 ans de négociations, on est loin d'avoir résolu le problème. En 1997, par exemple, les principaux pays pollueurs s'engagent à diminuer de 5% leur émission de gaz à effet de serre. L'humanité est sauvée, c'est le protocole de Kyoto. Oui, enfin, sauf que le texte n'oblige personne à respecter ses engagements. Et pire encore, il prévoit que les entreprises qui polluent trop puissent acheter des certificats de pollution à d'autres entreprises qui polluent moins. Ce qui fait désormais du climat un super business. Résultat, et sans surprise, les émissions de gaz à effet de serre augmentent de 6,4%. Alors, en 2015, à l'issue de la COP 21, on tente de rattraper le coup. Tout le monde s'engage à limiter le réchauffement à 1,5 degré. Ce sont les accords de Paris. On pleure dans l'hémicycle, c'est historique. À un détail près, comme d'habitude, rien n'oblige les pays à respecter leurs engagements. Et oui, finalement, sur 197 pays signataires, seule la Gambie réussit à atteindre ses objectifs. Et puis, finalement, en 2021, la COP26 à Glasgow n'a pas vraiment relevé le niveau. Le texte final de l'accord, modifié en dernière minute, ne parle plus d'une sortie du charbon, mais plutôt de sa réduction progressive, tout en nuances. Bref, en 30 ans de COP, le bilan n'est donc pas jojo. Désormais, même si chaque pays respectait ses engagements à la lettre, ce qui, soit dit en passant, n'est jamais arrivé, nous irions vers un monde à plus 2,7 degrés. Et ça, cela ne veut pas dire qu'on bronzera mieux à la panne. Finalement, les COP, d'accord, sont utiles dans un certain sens car elles rassemblent tous les pays du monde et mobilisent l'opinion publique sur notre avenir. Mais elles ne sauveront probablement pas l'espèce humaine. L'histoire nous montre plutôt que ceux qui changent véritablement les choses, ce sont d'abord les citoyens et tous les acteurs qui prennent les choses à bras le corps. Un monde sans pétrole, ça ressemblerait à quoi? Chauffage, plus d'objets, plus rien. Prenons comme exemple la durée de vie de cette mamie, 81 ans comme référence temporelle. Eh bien, nous exploitons le pétrole depuis 2 mamies. Et oui, seulement. Cela fait moins de 2 siècles que nous utilisons l'or noir à l'échelle industrielle, ce qui a augmenté nos émissions de gaz à effet de serre de façon exponentielle. Logique, le pétrole, c'est une énergie facile à exploiter et à l'efficacité inégalable. Il nous donne des super pouvoirs. Avec lui, on produit plus vite, on se déplace plus vite. Notre confort de vie s'est tellement amélioré que nous sommes passés d'1 milliard à plus de 7 milliards d'habitants sur Terre en à peine 160 ans. Le pétrole, c'est surtout le moteur de la croissance économique. Et comme nous mesurons le bonheur des gens à leur capacité à acheter des trucs, le PIB, eh bien, sans trop de raccourcis, et techniquement aujourd'hui, c'est le pétrole qui fait notre bonheur. Mais notre croissance a un prix. Avec le gaz et le charbon, le pétrole est aujourd'hui responsable de 3/4 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Oui, c'est pas terrible, mais on ne sait plus s'en passer. 60% du pétrole que l'on extrait est utilisé pour transporter des personnes ou des trucs, et 40% pour se chauffer, faire tourner des machines, pour fabriquer des machins. Essayez, de passer une seule journée sans faire appel à lui, ou de vous débarrasser de tous vos objets faits à partir de pétrole. Il faut bien se rendre à l'évidence, nous en sommes complètement accros. L'économie mondiale repose sur le pétrole. Pourtant, il faut bien qu'on vous le dise, cela fait déjà depuis 2008 que les réserves s'épuisent. Alors on creuse de plus en plus profond, dans des endroits de plus en plus hostiles, mais cela ne change rien au problème. Nous arrivons à la fin du stock.
Et il serait illusoire de croire que la technologie va nous sauver, car en réalité, à l'heure actuelle, il n'en existe aucune qui n'ait pas besoin d'énergie fossile pour fonctionner ou être produite, ou simplement qui soit aussi efficace. Alors, il faut qu'on entre en cure de désintox, de gré ou de force, dès aujourd'hui. Pas le choix, sans pétrole, il faut apprendre à se déplacer moins, donc consommer local, cela veut dire consommer moins et donc mieux. Sans pétrole, c'est tout notre système économique qui s'effondre, plus de capitalisme, plus de mondialisation. Alors, est-ce une bonne nouvelle ? Tout dépend de ce que nous choisissons d'en faire maintenant. La pilule bleue ou la pilule rouge ? Tiens, à part le réchauffement climatique, ça va sinon ? Eh bien, selon l'astrophysicien français Aurélien Barraud, pas vraiment. Nous, les humains, sommes responsables de la 6e extinction de masse. Et contrairement aux dinosaures qui n'avaient rien demandé, nous en sommes les principaux acteurs. Ça veut dire qu'on est moins con. D'abord, parce que l'on prend de la place. Toute la place, en fait. Chaque seconde, l'humain bétonne 13 mètres carrés de nature. Pour habiter, mais aussi pour se déplacer. Autour de la planète, il y a 25 millions de kilomètres de bitume, autrement dit 25 mètres carrés de route par habitant sur Terre. Et autant vous dire que quand l'homme s'installe quelque part, il demande rarement l'avis des premiers occupants. Après ça, il faut bien qu'on mange, vite et beaucoup. Alors on coupe. Chaque seconde, c'est l'équivalent d'un terrain de foot que l'on raye de la carte. On y produit à la place des monocultures, de l'huile de palme par exemple, que l'on trouve dans presque tous les produits de la grande consommation, ou encore du soja qui sert majoritairement à engraisser nos futurs steaks, le tout arrosé de pesticides et d'engrais, car la terre, dépourvue de sa biodiversité, devient stérile. Bon appétit. Et c'est pas fini, car dans les océans, on arrive aussi à raser de près. Un quart des poissons sont aujourd'hui menacés par la surpêche. Selon l'ONG française Bloom, à ce rythme-là, il n'y aura plus de poissons commercialisables dans l'océan d'ici 2050. L'une des méthodes de pêche les plus utilisées et les plus destructrices est le chalut. Le principe est simple, avec un gros filet, on racle le fond de toute vie pour ne laisser qu'un sol désertique. Tout ça pour manger des fish sticks en promo. Alors, pour Aurélien Barraud, face à notre destruction massive de la biodiversité, le changement climatique finalement, c'est un peu secondaire. Il rappelle que sur Terre, 60% des forêts ont été rasées en quelques siècles, 60% des mammifères sauvages se sont éteints en quelques décennies et 60% des insectes ont disparu en quelques années. Le problème, c'est que tout ce petit monde qui nous est a priori insignifiant est en réalité indispensable à notre survie. Cela s'appelle l'interdépendance. Un seul petit maillon de la chaîne fait défaut, même ce petit moustique, et c'est le monde entier qui disparaît. Alors on fait quoi ? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Il faut ralentir, diminuer notre consommation et penser à nos impacts à tous les niveaux. Cela nous permettra peut-être de réaliser que sur cette planète, nous ne sommes pas seuls et qu'il est encore temps de partager un peu. Compris.